Chapitre 2. Des appétits et des émotions. Shakespeare avait vu juste. Shakespeare avait vu juste. À la fin de Richard II, alors qu'il a perdu sa couronne et que se profile la perspective de finir en prison, Richard invoque devant Bolingbroke une distinction possible entre la notion d'émotion et celle de sentiment. Il demande un miroir. Il y contemple son visage et il étudie les ravages qui s'y lisent. Il fait alors remarquer que l'apparence extérieure de la plainte qui s'exprime sur son visage n'est que l'ombre de la peine invisible, peine qui enfle en silence dans son âme torturée. Sa peine, dit-il, est tout intérieure. En 4 vers, Shakespeare annonce que le processus unifié et, semble-t-il, singulier de l'affect, que nous appelons couramment et indifféremment émotion ou sentiment, peut se décomposer en parties. Ma stratégie d'élucidation des sentiments part de cette distinction. Il est vrai que, dans l'usage courant, le mot émotion tend à englober la notion de sentiment. Mais pour comprendre la chaîne complexe des événements qui commencent avec l'émotion et s'achèvent avec le sentiment, il est utile de séparer par principe la partie de ce processus qui est rendue publique et celle qui reste privée. Dans cette perspective, j'appelle la première émotion et la seconde sentiment, conformément au sens de ce dernier terme que j'ai présenté plus haut. Je demande au lecteur d'adhérer à ce choix de termes et de concepts pour la bonne raison qu'il éclaire la biologie sous-jacente aux phénomènes en jeu ici. À la fin du chapitre 3, je le promets, je recollerai les morceaux de l'émotion et du sentiment. Dans le contexte de ce travail, les émotions sont des actions ou des mouvements, pour beaucoup d'entre eux publics, qui sont visibles pour autrui dès lors qu'ils se manifestent sur le visage, dans la voix et à travers des comportements spécifiques. Bien sûr, certaines composantes du processus émotionnel ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles peuvent le devenir moyennant des tests scientifiques comme des mesures hormonales ou des enregistrements d'ondes électrophysiologiques. À l'opposé, les sentiments sont toujours cachés, comme toutes les images mentales. Seul celui qui les possède peut les voir, et ils constituent la propriété la plus privée de l'organisme dans le cerveau duquel ils apparaissent. Les émotions se manifestent sur le théâtre du corps, les sentiments sur celui de l'esprit. Comme nous le verrons, les émotions et la foule de réactions connexes qui les sous-tendent participent des mécanismes qui forment la base de la régulation de la vie. Quant aux sentiments, ils contribuent aussi à la régulation de la vie, mais à un niveau supérieur. Les émotions et les réactions connexes semblent avoir précédé les sentiments dans l'histoire de la vie. Les émotions et les phénomènes connexes sont les fondements des sentiments. Ce sont les événements mentaux qui forment le soubassement de notre esprit et dont nous voulons élucider la nature. Les émotions et les sentiments sont si intimement liés qu'ils forment ensemble un processus continu et que nous avons tendance, ce qui est bien compréhensible, à penser qu'ils ne sont qu'une seule et même chose. Cependant, dans les situations normales, nous pouvons faire apparaître différents segments dans ce processus continu et, sous le microscope des neurosciences cognitives, il est légitime de dissocier un segment de l'autre. À l'œil nu et moyennant bon nombre de tests scientifiques, un observateur peut examiner de façon objective les comportements qui font une émotion. En fait, le prélude au processus du sentiment peut s'étudier. Faire de l'émotion et du sentiment 2 objets de recherche séparés peut nous aider à découvrir comment nous sentons. Ce chapitre a pour but d'expliquer les mécanismes du cerveau et du corps qui sont responsables du déclenchement et de l'exécution d'une émotion. Il porte principalement sur les aspects intrinsèques de la machinerie de l'émotion, plutôt que sur les circonstances qui donnent lieu à une émotion. L'élucidation des émotions nous révélera comment les sentiments apparaissent. Les émotions précèdent les sentiments. Pour discuter de l'antériorité de l'émotion par rapport au sentiment, je voudrais commencer par attirer l'attention sur un point que Shakespeare, dans les vers qu'il prête à Richard, a laissé dans l'ambiguïté. Il est lié au mot « ombre »,
et à la possibilité que, alors que l'émotion et le sentiment sont distincts, ce dernier vienne avant l'autre. La plainte extérieure n'est que l'ombre visible de la peine invisible, dit Richard. Ce serait une sorte de reflet spéculaire de l'objet principal, le sentiment de peine, tout comme le visage de Richard dans le miroir est le reflet du principal objet de la pièce, Richard lui-même. Cette ambiguïté fait écho à nos intuitions ordinaires. Nous avons tendance à croire que ce qui est caché est à la source de ce qui s'exprime. D'ailleurs, nous savons bien que, pour ce qui est de l'esprit, ce sont les sentiments qui comptent vraiment. Voilà la substance, dit Richard, à propos de son chagrin caché, et nous sommes tous d'accord avec lui. Nous souffrons ou avons du plaisir en vertu de nos sentiments réels. Au sens étroit, les émotions sont des phénomènes externes. Mais principal ne veut pas dire premier, et ne signifie pas non plus cause. Le caractère central des sentiments obscurcit la façon dont ils apparaissent. Il favorise l'idée qu'ils surviennent en premier et s'expriment ensuite à travers des émotions. Cette vision des choses est incorrecte. Elle a même le tort, du moins en partie, d'avoir retardé la découverte d'un modèle neurobiologique plausible des sentiments. Il se trouve en fait que ce sont les sentiments qui sont surtout l'ombre de l'apparence des émotions. Que Shakespeare me pardonne, mais voici ce que Richard aurait dû en fait dire. Oh, l'apparence extérieure de la plainte évoque l'ombre intolérable et obscure de la peine qui gît dans mon âme torturée. Cela me rappelle ce que James Joyce dit dans Ulysse, Shakespeare est le fond dans lequel doivent chercher tous les esprits qui ont perdu l'équilibre. À ce stade, on peut légitimement se demander pourquoi les émotions précèdent les sentiments. Ma réponse est simple. Nous avons d'abord des émotions, et puis des sentiments parce que l'évolution a fait d'abord émerger les émotions, et puis les sentiments. Les émotions sont forgées à partir de réactions simples qui favorisent la survie d'un organisme et ont donc pu aisément perdurer au cours de l'évolution. Bref, ceux que les dieux ont voulu sauver, ils les ont premiers rendus malins, pourrait-on dire. Longtemps avant que les êtres vivants ne possèdent quelque chose comme une intelligence créative, et même avant qu'ils aient un cerveau, tout se passe comme si la nature avait décidé que la vie était à la fois précieuse et précaire. Nous savons que la nature n'opère pas selon un dessein, et ne prend pas de décision à la manière des artistes ou des ingénieurs, mais cette image est évocatrice. De l'humble amibe aux êtres humains, tous les organismes vivants naissent munis de procédés conçus pour résoudre automatiquement, sans qu'il soit besoin de raisonner, les problèmes de base que pose la vie. Ce sont trouver des sources d'énergie, incorporer et transformer de l'énergie, préserver un équilibre chimique intérieur qui soit compatible avec le processus de la vie, se défendre contre les agents extérieurs que sont la maladie et les blessures physiques. Le mot homéostasie résume à lui seul l'ensemble de ces régulations et l'état de vie régulé qui en résulte. Au cours de l'évolution, l'équipement inné et automatisé servant à gouverner la vie, la machine homéostatique autrement dit, est devenu assez élaboré. En matière d'organisation de l'homéostasie, au bas de l'échelle, nous trouvons des réponses simples comme l'approche ou l'évitement d'un organisme entier face à un objet, des augmentations d'activité, excitation, ou des baisses d'activité, calme ou repos. En haut de l'échelle, nous trouvons les réponses de compétition ou de coopération. On peut représenter la machine homéostatique comme un grand arbre aux nombreuses branches correspondant aux phénomènes chargés d'assurer la régulation automatisée de la vie. Chez les organismes multicellulaires, en partant du bas, voici ce que nous découvrons dans cet arbre. Dans les branches inférieures, le processus du métabolisme. Il inclut les composantes chimiques et mécaniques, c'est-à-dire les sécrétions endocrines, hormonales, les contractions musculaires liées à la digestion, et ainsi de suite, censées maintenir l'équilibre des chimies internes.
ces réactions gouvernent par exemple le pouls et la pression du sang, ce qui aide à la répartition correcte de la circulation sanguine dans le corps, les ajustements acides et alcalins dans le milieu interne, les fluides circulant dans le sang et dans les espaces situés entre les cellules, le stockage et la distribution des protéines, des lipides et des hydrates de carbone fournissant de l'énergie à l'organisme, nécessaire pour le mouvement, la fabrication d'enzymes chimiques, la maintenance et la reconstitution de sa structure. Les réflexes de base. Ils incluent le réflexe d'arrêt que les organismes déploient en réaction à un bruit, à un contact tactile ou en tant que tropisme qui éloigne l'organisme d'une chaleur ou d'un froid extrême, qui l'écarte de l'obscurité et l'attire vers la lumière. Le système immunitaire. Il est prédisposé à se préserver des virus, des bactéries, des parasites et des molécules chimiques toxiques qui envahissent l'organisme en provenance de l'extérieur. Curieusement, il est aussi préparé à traiter les molécules chimiques que les cellules du corps contiennent normalement, mais qui peuvent devenir dangereuses pour l'organisme quand elles sont libérées dans le milieu intérieur par les cellules mourantes. En bref, le système immunitaire agit en première ligne pour défendre l'organisme lorsque son intégrité est menacée de l'intérieur ou de l'extérieur. Dans les branches intermédiaires. Les comportements normalement associés à la notion de plaisir et de récompense ou de douleur et de punition. Ils comprennent les réactions d'approche ou d'évitement de l'organisme tout entier face à un objet ou à une situation spécifique. Chez les humains, lesquels peuvent à la fois sentir et rapporter ce qu'ils sentent, ces réactions sont décrites comme douloureuses ou agréables, comme une récompense ou comme une punition. Par exemple, en cas de mauvais fonctionnement ou de lésion des tissus du corps, comme lorsqu'il y a brûlure ou infection locale, les cellules de la région affectée émettent des signaux chimiques qu'on appelle nociceptifs, ce qui veut dire indiquant une douleur. En réponse, l'organisme réagit automatiquement par des comportements de douleur ou de mal. Ce sont des ensembles d'actions clairement visibles ou plus subtiles, grâce auxquelles la nature réagit contre le dommage subi. Ces actions comprennent l'évitement de tout le corps ou d'une partie de celui-ci par rapport à la source de trouble, si cette source est extérieure et identifiable, la protection de la partie affectée du corps, retenir une main blessée, se serrer la poitrine ou l'abdomen, et les expressions faciales d'alarme et de souffrance. Il existe aussi quantité de réponses invisibles à l'œil nu et organisées par le système immunitaire. Elles comprennent l'augmentation de certaines classes de globules blancs qui apportent ces cellules aux zones du corps qui sont en danger, et la production de substances chimiques comme les cytokines qui aident à résoudre le problème auquel le corps est confronté, lutte contre un microbe invasif et réparation du tissu endommagé. L'ensemble de ces actions et ces signaux chimiques impliqués dans leur production forment la base de l'expérience de la douleur. De même que le cerveau réagit à un problème survenant dans le corps, il réagit aussi à son bon fonctionnement. Lorsque le corps fonctionne bien, sans anicroche, et que l'énergie se transforme et est utilisée aisément, il se comporte dans un style particulier. L'attitude vis-à-vis des autres se trouve facilitée. Le corps est détendu, relâché. Le visage manifeste de la confiance et du bien-être. Il y a production d'une certaine classe de substances chimiques, comme les endorphines, qui sont aussi invisibles à l'œil nu que certaines des réactions associées au comportement de douleur et de mal. L'ensemble de ces réactions et des signaux chimiques qui leur sont associés forment la base de l'expérience du plaisir. La douleur ou le plaisir sont dus à de nombreuses causes. Écueil dans certaines fonctions corporelles, opération optimale de la régulation métabolique ou événements extérieurs endommageant l'organisme ou le protégeant. Mais l'expérience de la douleur ou du plaisir n'est pas la cause des comportements de douleur ou de plaisir. Elle n'est en aucun cas nécessaire à l'apparition de ces comportements. Comme nous le verrons dans la section suivante, des créatures très simples peuvent faire preuve de formes très variées de semblables comportements émotionnels, même si la probabilité qu'elles aient le sentiment de ces comportements est faible ou nulle. Au niveau juste au-dessus, un certain nombre de besoins et de motivations. Les principaux exemples sont la faim, la soif,
la curiosité, l'exploration, le jeu et le sexe. Spinoza les regroupe sous le terme très juste d'appétit et, faisant preuve d'un grand raffinement, il utilise un autre mot, celui de désir, pour caractériser la situation dans laquelle les individus conscients deviennent conscients de ces appétits. Le mot appétit désigne l'état comportemental d'un organisme engagé dans un besoin particulier. Le mot désir se réfère au sentiment conscient lié au fait d'avoir un appétit et à l'éventuelle consommation ou échec de cet appétit. Cette distinction spinoziste fait écho à la distinction entre émotion et sentiment par laquelle nous avons ouvert ce chapitre. Bien sûr, les êtres humains ont à la fois des appétits et des désirs qui sont tout aussi liés en apparence que les émotions et les sentiments. Presque en haut, mais pas tout à fait. Les émotions, proprement dites. C'est ici que nous trouvons les joyaux de la couronne en matière de régulation automatisée de la vie. Les émotions au sens étroit du terme, de la joie, la tristesse et la peur à l'orgueil, la honte et la sympathie. Si vous vous demandez ce qui vient au-dessus, la réponse est simple. Les sentiments, dont nous traiterons au chapitre suivant. Le génome démontre que tous ces procédés sont actifs dès la naissance ou tout de suite après, et qu'ils ne dépendent pas ou presque pas d'un apprentissage, bien qu'au fil de la vie, l'apprentissage joue un rôle important dans la détermination du moment où ces procédés se déploient. Plus les réactions sont complexes, plus tout cela est vrai. L'ensemble des réactions qui constituent les pleurs et les grognements est déjà prêt et actif à la naissance. Mais ce pourquoi nous pleurons au fil de notre vie change avec notre expérience. Toutes ces réactions sont automatiques et en grande partie stéréotypées. Elles s'enclenchent dans des circonstances spécifiques. L'apprentissage peut cependant moduler l'exécution de la structure stéréotypée. Nos rires ou nos pleurs interviennent différemment dans différentes circonstances, tout comme les notes de musique qui constituent un mouvement de sonate peuvent se jouer de différentes façons. Toutes ces réactions sont, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement censées réguler le processus de la vie et favoriser la survie. Les comportements de douleur et de plaisir, les besoins et les motivations, les émotions proprement dites, sont parfois appelées émotions, au sens large, ce qu'on peut comprendre et ce qui est raisonnable vu leur forme et leur but régulateur commun. Non contente d'avoir dispersé ces grâces pour la simple survie, la nature semble aussi avoir eu une arrière-pensée. L'équipement inné servant à la régulation de la vie n'est pas censé produire un état neutre qui soit flou et intermédiaire entre la vie et la mort. Le but de l'homéostasie est plutôt de créer un état vital qui ne soit pas que neutre, ce que nous autres créatures pensantes privilégiées appelons bien-être. L'ensemble des processus homéostatiques gouverne à tout instant chaque cellule de notre corps. Ce pouvoir s'exerce selon un dispositif simple. Premièrement, quelque chose change dans l'environnement d'un organisme individuel, de façon interne ou externe. Deuxièmement, ce changement a le potentiel d'altérer le cours de la vie de l'organisme. Il peut constituer une menace pour son intégrité ou bien une occasion de mieux être. Troisièmement, l'organisme détecte le changement et agit en fonction de lui d'une façon conçue pour créer la situation la plus bénéfique à sa préservation et à son fonctionnement efficient. Toutes les réactions se produisent selon ce dispositif et représentent ainsi des moyens d'apprécier les circonstances internes et externes dans lesquelles se trouve un organisme et d'agir conformément à elles. Elles détectent les troubles et les occasions favorables afin de résoudre par l'action le problème consistant à se débarrasser du trouble ou à tirer parti de l'occasion favorable. Nous verrons plus loin que, même pour les émotions proprement dites, à savoir des émotions comme la tristesse, l'amour ou la culpabilité, ce dispositif reste le même. Sauf que la complexité de l'appréciation et de la réponse est plus importante que celle des réactions simples dont ont été composées ces émotions au cours de l'évolution. Il est patent que l'effort continuel pour atteindre un état de vie positivement régulé est une part essentielle et profonde de notre existence. C'est même, selon l'intuition de Spinoza,
la réalité première de notre existence, à savoir l'effort incessant, conatus, de chaque étant pour persévérer dans son être. Lutte, effort et tendance, tels sont les 3 mots les plus propres à rendre compte du terme latin conatus, tel qu'il est utilisé par Spinoza dans les propositions 6, 7 et 8 de la 3e partie de l'Éthique. Voici ce qu'il écrit. Chaque chose, selon sa puissance d'être, s'efforce de persévérer dans son être, et l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose. Rétrospectivement, on pourrait dire que l'organisme vivant est construit de telle sorte qu'il préserve la cohérence de ses structures et de ses fonctions contre les nombreux aléas menaçants de la vie. Le conatus recouvre à la fois le besoin de se préserver face aux dangers et aux occasions favorables, et la myriade d'actions préservatrices qui font tenir ensemble les parties du corps. Au lieu que les transformations du corps doivent continuer tandis qu'il se développe, renouvelle ses constituants et vieillit, le conatus continue à former le même individu et respecte le même patron structurel. Qu'est-ce que le conatus spinoziste en termes biologiques actuels? C'est l'agrégat de dispositions contenues dans les circuits cérébraux qui, dès lors qu'elles sont enclenchées par des conditions internes ou environnementales, recherchent à la fois la survie et le bien-être. Au chapitre suivant, nous verrons comment toute la gamme des activités relevant du conatus s'exprime dans le cerveau, en termes chimiques et neuraux. Cela passe par des molécules chimiques véhiculées par la circulation sanguine, ainsi que par des signaux électrochimiques qui se transmettent dans les voies nerveuses. De nombreux aspects du processus de la vie peuvent se signaler au cerveau et se représenter sur de nombreuses cartes faites de circuits de cellules nerveuses situées dans des sites spécifiques du cerveau. Nous atteignons ici le sommet de la régulation de la vie, le niveau auquel les sentiments commencent leur coalescence. Le principe d'emboîtement. Quand on survole la liste des mécanismes régulateurs qui assurent notre homéostasie, on découvre un curieux schéma de construction. Il consiste en réactions simples qui sont parties intégrantes de réactions plus élaborées, lesquelles rassemblent ces éléments simples pour former un emboîtement complexe. Une partie de la machinerie composée du système immunitaire et de la régulation métabolique est incorporée à la machinerie des comportements de douleur et de plaisir. Une partie de cette dernière est incorporée à la machinerie des besoins et des motivations, la plupart tournant autour des corrections métaboliques et de tout ce qui implique douleur et plaisir. Une partie de la machinerie liée à ces premiers niveaux, réflexes, réponse immunitaire, équilibre métabolique, comportement de douleur et de plaisir, élan, est incorporée à celle des émotions proprement dites. Comme nous le verrons, bien que différentes, les émotions sont assemblées sur le même principe. Tout cela ne ressemble pas tout à fait à une vraie poupée russe parce que la partie plus importante n'est pas simplement un élargissement de la partie plus réduite, contenue dedans. La nature n'est jamais aussi ordonnée. Le principe d'emboîtement est cependant valide. Chacune des différentes réactions régulatrices que nous avons examinées n'est pas un processus radicalement différent, édifié à partir de rien dans un but précis. Chaque réaction consiste plutôt en réarrangement bricolé de morceaux issus des processus inférieurs plus simples. Tous tendent vers le même but global, la survie et le bien-être, mais chacun de ces réarrangements bricolés est voué secondairement à traiter un nouveau problème dont la résolution est nécessaire à la survie et au bien-être. La solution de chaque problème est requise pour que le but global soit atteint. L'image rendant compte de l'ensemble de ces réactions n'est pas celle d'une hiérarchie linéaire simple. C'est pourquoi la métaphore d'une tour aux multiples étages ne décrit qu'une partie de la réalité biologique. L'image de la grande chaîne des êtres n'est pas bonne non plus. Une meilleure description consisterait à la représenter comme un grand arbre touffu dont les branches, de plus en plus hautes et élaborées, partent du tronc
et ont des communications à deux voies avec leurs racines. L'histoire de l'évolution est écrite sur tout cet arbre. De la régulation homéostatique simple aux émotions proprement dites. Certaines des réactions régulatrices que nous avons envisagées sont des réponses à un objet ou à une situation de l'environnement, par exemple une situation qui pourrait présenter un danger ou bien une occasion de se nourrir ou de s'accoupler. Mais certaines de ces réactions sont aussi des réponses à un objet ou à une situation au sein même de l'organisme. Cela peut descendre jusqu'aux nombreux nutriments disponibles pour produire de l'énergie, ce qui cause des comportements d'appétit qu'on appelle la faim et comprend la recherche de nourriture. Il peut aussi s'agir d'un changement hormonal qui déclenche la quête d'un partenaire ou d'une blessure qui cause les réactions que nous appelons douleurs. La gamme de ces réactions n'englobe pas seulement les émotions particulièrement visibles, comme la peur ou la colère, mais aussi des besoins, des motivations et des comportements associés à la douleur ou au plaisir. Tous se produisent au sein d'un organisme, d'un corps limité par une frontière à l'intérieur de laquelle la vie va son cours. Toutes ces réactions, directement ou indirectement, ont un but évident: maintenir l'harmonie de l'économie interne de la vie. La quantité de certaines molécules chimiques doit rester dans certaines proportions, ni plus élevée ni moindre, parce que, au-delà de ces proportions, la vie est en péril. La température doit aussi respecter certains paramètres étroits. Il faut aussi se procurer de l'énergie, et les stratégies de curiosité et d'exploration aident précisément à localiser ces sources. Une fois découvertes, elles doivent être incorporées, littéralement placées à l'intérieur du corps, et modifiées pour être consommées immédiatement ou stockées. La réparation des tissus usagés doit aussi permettre de préserver l'intégrité de l'organisme. Même les émotions proprement dites, le dégoût, la peur, le bonheur, la tristesse, la sympathie et la honte ont directement pour but la régulation de la vie en conjurant les dangers, en aidant l'organisme à tirer avantage d'une occasion favorable ou indirectement en facilitant les relations sociales. Je ne dis pas que chaque fois que nous commençons d'éprouver une émotion, nous favorisons notre survie et notre bien-être. Toutes les émotions ne sont pas semblables en termes de potentiel à favoriser survie et bien-être. De même, le contexte dans lequel une émotion survient et son intensité représentent des facteurs importants expliquant sa valeur potentielle dans une circonstance précise. Toutefois, le fait que le déploiement de certaines émotions dans des circonstances humaines courantes puisse être inadapté ne contredit pas le rôle qu'elles ont acquis au cours de l'évolution pour une bonne régulation de la vie. La colère est particulièrement contre-productive dans la société moderne, de même que la tristesse. Les phobies sont une entrave importante. Et pourtant, que de vies la peur et la colère ont sauvé quand il le fallait. Il est probable que ces réactions ont perduré au cours de l'évolution parce qu'elles assurent automatiquement la survie. C'est encore le cas, et c'est sans doute pourquoi elles sont toujours partie intégrante de l'existence des humains comme des espèces non humaines. Au plan pratique, comprendre la biologie des émotions et le fait que la valeur de chaque émotion diffère beaucoup dans notre environnement humain actuel peut permettre de mieux comprendre le comportement humain. Par exemple, nous pouvons apprendre que certaines émotions sont mauvaises conseillères et voir comment les supprimer ou atténuer les conséquences de ce qu'elles nous invitent à accomplir. Il me semble, par exemple, que les réactions qui donnent lieu aux préjugés raciaux et culturels sont en partie fondées sur le déploiement automatique d'émotions sociales que l'évolution a mises en place pour détecter la différence chez autrui, parce que la différence peut signaler un risque ou un danger et favoriser l'évitement ou l'agression. Cette sorte de réaction remplissait probablement des buts utiles dans une société tribale, mais elle n'est plus utile, et encore moins adaptée dans la nôtre. N'oublions pas que notre cerveau porte encore en lui la machinerie nécessaire pour réagir comme il le faisait dans un contexte très différent, il y a bien longtemps. Nous devons apprendre à dédaigner ces réactions et convaincre les autres de faire de même.
Les émotions des organismes simples. Les organismes simples ont des réactions émotionnelles. Nombre de données l'attestent. Songez à la paramécie solitaire, cet organisme unicellulaire simple qui n'est qu'un corps, sans cerveau, sans esprit, et qui s'enfuit lorsqu'elle rencontre un danger possible là où elle nage. Peut-être une aiguille qui pointe, trop de vibrations, trop de chaleur ou trop peu. Ou bien encore, attirée par la présence de nutriments, la paramécie peut vite nager dans la direction où elle pourra se nourrir. Cet organisme simple est conçu pour détecter certains signes de danger, des variations brusques de température, des vibrations excessives, le contact d'un objet contondant qui pourrait rompre sa membrane, et pour réagir en se déplaçant vers un lieu plus sûr, plus tempéré, plus calme. De même, elle nage vers des pâturages aquatiques plus verts lorsqu'elle a détecté la présence des molécules chimiques dont elle a besoin pour sa ration d'énergie et son équilibre chimique. Les événements que je décris dans une créature dépourvue de cerveau contiennent déjà l'essence du processus émotionnel qui nous caractérise, nous autres humains, c'est-à-dire la détection de la présence d'un objet ou d'un événement qui recommande évitement, fuite ou au contraire affrontement et approche. L'aptitude à réagir de cette façon n'est pas apprise, on ne fait guère de pédagogie dans les écoles des paramécies. Elle est contenue dans la machinerie génétique simple, en apparence, et pourtant si compliquée qui se trouve au sein de la paramécie, dépourvue de cerveau. Cela montre que la nature s'est, depuis longtemps, souciée de fournir aux organismes vivants les moyens de réguler et de préserver leur vie de façon automatique, sans se poser de questions, sans avoir besoin de penser. Le fait de posséder un cerveau, même limité, constitue une aide pour la survie, bien sûr. C'est même indispensable si l'environnement est plus difficile que celui de la paramécie. Songez à une mouche, petite créature au minuscule système nerveux, mais sans moelle épinière. Vous pouvez la mettre en colère si vous tentez plusieurs fois de l'écraser. Elle se mettra à volter autour de vous comme un beau diable pour éviter d'être écrasée. Mais vous pouvez aussi la rendre heureuse en lui donnant du sucre à manger. Vous verrez alors ses mouvements se ralentir et s'assouplir en réponse à cette nourriture agréable. Vous pouvez même la rendre délirante de bonheur si vous lui donnez de l'alcool. Je n'invente rien. Cette expérience a été pratiquée sur une espèce de mouche qu'on appelle Drosophila melanogaster. Après exposition à des vapeurs d'éthanol, les mouches perdent leur capacité de coordination, tout comme nous à doses comparables. Elles se mettent à marcher en titubant, comme en état d'ébriété, et tombent dans un tube à essai tels des poivreaux s'écroulant sous un réverbère. Les mouches ont donc des émotions, ce qui ne veut pas dire qu'elles ressentent ces émotions, ni qu'elles peuvent réfléchir sur ces sentiments. Si vous doutez de la sophistication des mécanismes de régulation de la vie chez ces petites créatures, prenez les mécanismes du sommeil chez la mouche, tels que décrits par Ralph Grispan et ses collaborateurs. La minuscule drosophile a l'équivalent de nos cycles de jour et de nuit, c'est-à-dire des périodes d'intense activité et de sommeil réparateur, et même des réactions à la privation de sommeil du type de celles dont nous faisons preuve en cas de décalage horaire. Elles ont besoin de plus de sommeil, comme nous. Pensez aussi à l'escargot de mer, Aplysia californica. Pas de moelle épinière non plus, un tout petit cerveau et une grande paresse. Touchez-lui les ouïes et il s'enroulera sur lui-même, sa pression sanguine augmentera et son pouls grimpera. L'escargot produit un grand nombre de réactions concertées et, si on les transposait chez vous ou chez moi, on y verrait sans doute des composantes importantes de la peur. S'agit-il d'une émotion? Oui. D'un sentiment? Probablement pas. Aucun de ces organismes ne produit ces réactions par suite d'une délibération. Ils ne construisent pas non plus leurs réactions, pas à pas, en devinant quand déclencher cette réaction. Les organismes réagissent par réflexe, de façon automatique et stéréotypée. Tel un acheteur distrait piochant un article au rayon prêt-à-porter, ils sélectionnent des réponses toutes prêtes et vont de l'avant. Toutefois, il serait incorrect d'appeler
réflexes ces réactions, parce que les réflexes classiques sont des réactions simples, alors que nous avons affaire à des ensembles complexes de réponses. La multiplicité des composants et leur coordination distinguent ainsi des réflexes les réactions liées aux émotions. Il vaut mieux dire que ce sont des collections de réponses réflexes, certaines assez élaborées et toutes assez bien coordonnées. Elles permettent à un organisme de répondre à certains problèmes en y apportant une solution efficace. L'émotion proprement dite. Il est de tradition de classer les émotions en diverses catégories. Bien que les classifications et catégorisations soient manifestement inadéquates, il n'y a pas d'autre solution dans l'état actuel de nos connaissances. Lorsque nous en saurons davantage, il est probable que catégorisation et classification changeront. En attendant, nous ne devons pas oublier que les frontières entre catégories sont poreuses. Pour lors, il me semble utile de classer les émotions proprement dites en 3 types. Les émotions d'arrière-plan, les émotions primaires et les émotions sociales. Comme ce terme le suggère, les émotions d'arrière-plan ne sont pas particulièrement en évidence dans le comportement de quelqu'un, même si elles sont remarquablement importantes. Peut-être n'y avez-vous guère prêté attention, mais vous avez sûrement bien lu les émotions d'arrière-plan en jeu si vous avez détecté de l'énergie ou de l'enthousiasme chez quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou bien si vous êtes capable de diagnostiquer un léger malaise, de l'excitation, de l'énervement ou du calme chez vos amis et vos collègues de travail. Si vous êtes vraiment bon dans cet exercice, vous pouvez même émettre un diagnostic sans qu'un seul mot soit prononcé par votre cible. Vous évaluez le contour des mouvements de ses membres et de son corps tout entier. Sont-ils brusques? Quelle est leur précision, leur fréquence? Vous observez les expressions de son visage. Si des paroles sont prononcées. Vous n'écoutez pas seulement les mots, et vous ne représentez pas simplement leur signification dans le dictionnaire. Vous écoutez aussi la musique de la voix, sa prosodie. Les émotions d'arrière-plan se distinguent des humeurs, lesquelles renvoient au fait qu'une émotion donnée dure longtemps, entre quelques heures et quelques jours, comme lorsqu'on dit que Pierre est de mauvaise humeur. L'humeur peut aussi s'appliquer au déclenchement répété de la même émotion, comme lorsque Jeanne, jeune femme équilibrée, s'emporte sans raison. Lorsque j'ai développé cette notion, j'ai commencé par voir dans les émotions d'arrière-plan la conséquence du déploiement de certaines combinaisons des réactions régulatrices simples, c'est-à-dire des processus homéostatiques de base, des comportements de douleur et de plaisir et des appétits, conformément au principe d'emboîtement posé précédemment. Les émotions d'arrière-plan sont des expressions composites de ces actions régulatrices, telles qu'elles se déroulent et s'interpénètrent à chaque instant de notre vie. J'imagine que les émotions d'arrière-plan sont le résultat d'une grande partie imprévisible de plusieurs processus régulateurs concurrents à l'œuvre sur la vaste scène à laquelle ressemble notre organisme. Ils comprennent les dispositifs métaboliques associés aux besoins internes, quel qu'il soit qui se fait sentir ou vient d'être satisfait, ainsi qu'à la situation externe, quelle qu'elle soit, qui est appréciée et fait l'objet d'autres émotions, appétits ou calculs intellectuels. Ce sont ces interactions sans cesse mouvantes qui font notre état d'être, qu'il soit bon, mauvais ou parfois entre les deux. Quand on vous demande comment vous vous sentez, c'est cet état d'être que vous consultez et en fonction duquel vous répondez. Il conviendrait de se demander s'il existe des réactions régulatrices qui ne contribuent pas aux émotions d'arrière-plan. Quelles réactions régulatrices entrent le plus souvent dans la production des émotions d'arrière-plan, comme le découragement ou l'enthousiasme, et comment le tempérament et l'état de santé interagissent avec les émotions de base. Une réponse simple consisterait à dire que nous ne le savons pas encore. Les investigations nécessaires à cet égard restent à mener. Les émotions primaires ou de base sont plus faciles à définir, parce qu'une tradition bien établie veut qu'on rassemble dans ce groupe certaines émotions très présentes. La liste la plus répandue comprend la peur, la colère, le dégoût,
la surprise, la tristesse et le bonheur, c'est-à-dire les émotions qui viennent les premières à l'esprit quand on évoque le terme. Elles sont faciles à identifier chez les êtres humains appartenant à diverses cultures ainsi que dans les espèces non humaines. Les circonstances qui causent les émotions et la structure de comportement définissant les émotions correspondent aussi assez bien selon les cultures et les espèces. Fait peu étonnant, la plus grande partie de ce que nous savons sur la neurobiologie de l'émotion provient de l'étude des émotions primaires. La peur tient le haut du pavé, comme Alfred Hitchcock l'aurait sans doute prévu. Mais des pas en avant remarquables ont été accomplis en ce qui concerne le dégoût, la tristesse et le bonheur. Les émotions sociales comprennent la sympathie, l'embarras, la honte, la culpabilité, l'orgueil, l'envie, la gratitude, l'admiration, l'indignation et le mépris. Le principe d'emboîtement s'applique aux émotions sociales également. Une longue suite de réactions régulatrices ainsi que des éléments présents dans les émotions primaires apparaissent comme des composants secondaires des émotions sociales, et ce, selon des combinaisons très variées. L'incorporation par emboîtement des composants venus des niveaux inférieurs est apparente. Songez par exemple à tout ce que l'émotion sociale du mépris emprunte comme expression du visage au dégoût, émotion primaire qui a évolué avec le rejet automatique et avantageux de nourriture potentiellement toxique. Même les mots que nous utilisons pour décrire les situations de mépris et d'outrage social, nous disons « dégoûté », traduisent ce principe. Les ingrédients de la douleur et du plaisir sont aussi évidents sous la surface des émotions sociales, même s'ils sont plus subtils que dans les émotions primaires. Nous venons à peine de comprendre comment le cerveau déclenche et exécute les émotions sociales. Parce que le terme « social » exprime inévitablement l'idée de société humaine et de culture, il est important de remarquer que les émotions sociales ne sont en aucun cas limitées aux humains. Regardez autour de vous, et vous trouverez maints exemples d'émotions sociales chez les chimpanzés, les babouins, les dauphins et les lions, chez les loups, et bien sûr, chez votre chien et votre chat. Les exemples abondent. La marche fière d'un singe dominant, le port royal d'un grand singe ou d'un loup qui commande le respect au groupe, le comportement d'humiliation de l'animal qui ne domine pas et doit laisser la préséance lors des repas, la sympathie dont témoigne un éléphant vis-à-vis d'un congénère blessé et qui souffre, ou encore l'embarras que montre le chien après avoir fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Puisqu'il est vraisemblable qu'on n'a appris à aucun de ces animaux à avoir des émotions, il semble que la disposition à faire preuve d'une émotion sociale soit profondément enracinée dans leur cerveau, prête à se déployer lorsque la situation adaptée se débrouille pour la déclencher. Nul doute que la conformation générale du cerveau permettant ces comportements sophistiqués en l'absence de langage et des instruments culturels est un don lié au génome de certaines espèces. Elle fait partie du tableau de leurs procédés de régulation de la vie, en grande partie innés et automatiques, tout autant que ceux dont nous avons déjà parlé. Cela signifie-t-il pour autant que ces émotions sont innées au sens strict du terme et prêtes à se manifester immédiatement après la naissance, de même que la régulation métabolique dès notre premier souffle? Il est probable que la réponse est différente pour des émotions différentes. Dans certains cas, les réponses émotionnelles pourraient être strictement innées. Dans d'autres, il se pourrait qu'elles exigent une aide minimale fournie par une exposition adaptée à l'environnement. Le travail de Robert Hind sur la peur pourrait être un bon indicateur de ce qui pourrait se passer dans les émotions sociales. Hind a montré que la peur innée des serpents chez les singes exige une exposition pas seulement à un serpent, mais à l'expression de la peur du serpent chez la mère. Ce type de mécanisme s'applique aux émotions sociales. Exemple, l'installation des structures de dominance et de soumission chez les très jeunes primates pendant le jeu. Pour toute personne élevée dans l'idée que
les comportements sociaux sont nécessairement le produit de l'éducation, il reste difficile d'admettre que les espèces animales simples qui ne sont pas connues pour leur culture peuvent faire preuve de comportements sociaux intelligents. Mais c'est bel et bien le cas, et, répétons-le, elles n'ont pas besoin d'avoir un gros cerveau pour nous impressionner. Les modestes vers C. elegans possèdent exactement 302 neurones et 5000 connexions entre neurones. À titre de comparaison, rappelons que les humains ont plusieurs dizaines de milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions. Quand ces petites bêtes sexy, elles sont hermaphrodites, évoluent dans un environnement pourvu d'assez de nourriture et sans facteur de stress, elles restent dans leur coin et se nourrissent seules. Mais si la nourriture est rare, ou si une odeur pestilentielle est présente dans l'environnement, ce qui signifie une menace dans l'existence d'un ver, qui est en contact avec le monde par le nez, les vers se rassemblent dans certaines zones et se nourrissent par groupe, au cas où. Nombre de concepts sociaux trouvent ainsi une préfiguration dans ce comportement nécessairement embryonnaire, mais qui a pourtant une portée importante. La sécurité par le nombre, la force par la coopération, ce serait la ceinture, l'altruisme, l'union dans le travail. Vous pensez que ce sont les humains qui ont inventé ces solutions comportementales ? Regardez l'abeille, si petite et si sociale dans sa ruche. Une abeille possède 95 000 neurones. Vous parlez d'un cerveau. Il est fort probable que le fait de pouvoir accéder à ces émotions sociales a joué un rôle dans le développement des mécanismes culturels complexes de la régulation sociale, voir chapitre 4. Il semble aussi que certaines réactions émotionnelles, sociales, se déclenchent dans des situations sociales humaines sans stimulus pour la réponse immédiatement apparente pour qui réagit et qui observe. Les manifestations de dominance et de dépendance sociale en sont un exemple. Pensez à tous les comportements qu'on voit en sport, en politique, sur les lieux de travail. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles certaines personnes deviennent des leaders et d'autres des suiveurs, pourquoi certains appellent le respect et d'autres se recroquevillent, a peu à voir avec la connaissance ou les compétences, et beaucoup avec certains traits physiques et la façon dont un individu suscite certaines réponses émotionnelles chez autrui. Pour qui observe ces réponses, et pour les individus qui en font preuve, certaines de ces manifestations semblent non motivées parce qu'elles s'originent dans l'appareil inné et non conscient de l'émotion sociale et de la préservation de soi. Remercions Darwin de nous avoir mis sur la voie de ces phénomènes au cours de l'évolution. Ce ne sont pas les seules réactions émotionnelles dont l'origine est mystérieuse. Il existe une autre classe de réactions ayant une origine non consciente due à un apprentissage pendant le développement individuel. Je me réfère ici aux affinités et aux animosités que nous développons discrètement et au cours de notre vie en ayant des perceptions et des émotions face aux gens, aux groupes, aux objets et aux activités sur lesquelles Freud a attiré notre attention. Curieusement, ces deux ensembles de réactions non délibérées et non conscientes, qu'elles soient innées ou apprises, s'entremêlent dans le puissant fond qu'est l'inconscient. On est tenté de dire que leur jeu non conscient signale l'intersection de deux héritages intellectuels, celui de Darwin et celui de Freud, deux penseurs qui ont consacré tout leur travail à étudier les diverses influences exercées par l'inné et l'acquis à l'échelon inférieur. Des processus homéostatiques chimiques aux émotions proprement dites, les phénomènes régulant la vie, sans exception, ont directement ou indirectement trait à l'intégrité et à la santé de l'organisme. Sans exception, tous ces phénomènes sont liés aux adaptations de l'état de notre corps et donnent parfois lieu à des modifications dans l'encartage cérébral des états du corps, ce qui forme la base des sentiments. L'imbrication du simple dans le complexe permet au but régulateur de continuer à s'exercer aux échelons supérieurs de la chaîne. Alors que le but reste le même, la complexité diverge. Les émotions propres sont certainement plus complexes que les réflexes. Les stimuli déclenchants et la cible des réponses varient également. Les situations précises qui initient le processus et leur but spécifique diffèrent. La faim et la soif, par exemple, sont des appétits simples. L'objet causatif est en général interne.
Il s'agit d'une diminution de la quantité disponible de quelque chose de vital, à savoir de l'énergie fournie par de la nourriture et de l'eau. Mais les comportements qui s'ensuivent sont dirigés vers l'environnement et impliquent la recherche de ce qui manque, quête qui exige des mouvements d'exploration des alentours et la détection sensorielle de la chose recherchée. Ce n'est guère différent de ce qui se produit dans des émotions comme la peur ou la colère. Ici aussi, un objet compétent déclenche la routine des comportements adaptatifs. Mais les objets compétents pour la peur et la colère sont presque toujours externes. Même lorsqu'ils s'expriment dans des souvenirs ou des imaginations dans notre cerveau, ils tiennent lieu d'objets externes et sont de configurations très diverses. De nombreuses formes de stimulus physiques, dues à l'évolution ou apprises par association, peuvent causer de la peur. Les déclencheurs les plus fréquents de la faim ou de la soif sont surtout internes, bien qu'on puisse avoir faim ou soif à la simple vision d'un film français dont les personnages mangent et boivent allègrement. Certains besoins, du moins en comparaison de ce qu'on voit chez les non-humains, sont périodiques et limités à certaines saisons ou à certains cycles physiologiques, par exemple le sexe, alors que les émotions apparaissent tout le temps et peuvent durer. On note aussi de curieuses interactions selon les classes de réactions régulatrices. Les émotions, proprement dites, influencent les appétits, et vice-versa. Par exemple, l'émotion de peur inhibe la faim et le besoin sexuel, tout comme la tristesse et le dégoût. Au contraire, le bonheur favorise à la fois la faim et le besoin sexuel. La satisfaction des besoins, faim, soif et sexe par exemple, cause le bonheur. Mais contrarier la satisfaction de ces besoins peut causer de la colère, du désespoir ou de la tristesse. Comme nous l'avons vu, l'ensemble composite des réactions adaptatives qui se déploient au quotidien, par exemple les ajustements homéostatiques et les besoins, constituent les émotions d'arrière-plan et définit l'humeur pendant de longues périodes. Toutefois, quand on considère avec un certain recul ces différents niveaux de réactions régulatrices, on est frappé par leur remarquable régularité formelle. Pour autant que nous le sachions, la plupart des créatures vivantes équipées pour éprouver des émotions pour les besoins de leur vie n'ont pas plus d'équipement cérébral pour ressentir ces émotions que pour penser qu'elles ont d'abord ces émotions. Elles détectent la présence de certains stimuli dans l'environnement et leur répondent par une émotion. Pour ce faire, elles n'ont besoin que d'un simple appareil perceptif, un filtre pour détecter le stimulus émotionnellement compétent et la capacité à s'émouvoir. La plupart des créatures vivantes agissent. Elles ne ressentent sans doute pas les choses comme nous, sans compter qu'elles ne pensent pas comme nous. C'est un présupposé, bien sûr, mais il est justifié par notre idée de ce qu'il faut pour ressentir, comme on le verra expliqué au chapitre suivant. Les créatures plus simples n'ont pas les structures cérébrales nécessaires pour dépeindre sous la forme de cartes sensorielles les transformations qui apparaissent dans le corps lorsque des réactions émotionnelles se produisent et qui se traduisent par des sentiments. Elles ne disposent pas non plus du cerveau nécessaire pour représenter les stimulations anticipées de ces transformations corporelles, ce qui constitue la base du désir ou de l'anxiété. Il est évident que les réactions régulatrices discutées plus haut constituent un avantage pour l'organisme qui les manifeste et que les causes de ces réactions, les objets ou les situations qui les déclenchent, peuvent être jugées bonnes ou mauvaises selon leur impact sur la survie ou le bien-être. Mais il doit être évident aussi que la paramécie, la mouche ou l'écureuil ne connaissent pas le caractère bon ou mauvais de ces situations, non plus qu'ils n'envisagent d'agir pour le bien ou contre le mal. Nous autres humains ne recherchons pas non plus le bien lorsque nous équilibrons notre pH à l'intérieur de notre corps ou réagissons avec bonheur ou peur à certains objets qui nous entourent. Notre organisme recherche un résultat qui est bon pour lui, parfois directement comme dans le cas d'une réponse de bonheur, parfois indirectement comme lorsqu'une réponse de peur commence par nous éviter le mal et se traduit par un bien. Je suggère de dire, et j'y reviendrai au chapitre 4, que les organismes peuvent produire des réactions avantageuses donnant de bons résultats sans décider de les produire, et même sans avoir le sentiment du déroulement de ces réactions. Compte tenu de ce qu'est la formation de ces réactions, il est évident que, lorsqu'elles apparaissent, l'organisme connaît, pendant une certaine période, des états de plus ou moins grand équilibre psychologique. Je voudrais nous féliciter, nous autres humains, à 2 titres. Premièrement,
dans des circonstances comparables, ces réactions automatisées créent dans l'organisme humain des conditions qui, une fois encartées dans le système nerveux, peuvent être représentées comme agréables ou comme douloureuses, et parfois donner lieu à ce qu'on appelle des sentiments. Disons que c'est la source de la gloire et de la tragédie humaine. Quelle est la seconde raison ? Nous autres humains sommes conscients de la relation qui existe entre certains objectifs et certaines émotions. Nous pouvons délibérément lutter pour contrôler nos émotions, du moins dans une certaine mesure. Nous pouvons décider quels objets et quelles situations nous autorisons dans notre environnement, et à quels objets et quelles situations nous consacrons du temps et de l'attention. Nous pouvons par exemple décider de ne pas regarder la télévision commerciale et nous faire les défenseurs de son bannissement à perpétuité hors du foyer des citoyens intelligents. En contrôlant nos interactions avec les objets qui causent des émotions, nous exerçons effectivement un certain contrôle sur le processus de vie et menons notre organisme vers plus ou moins d'harmonie, comme Spinoza le souhaitait. Nous nous arrachons ainsi à la tyrannie automatique et aveugle de la machinerie émotionnelle. Curieusement, il y a bien longtemps, les humains ont découvert cette possibilité alors qu'ils ne connaissaient pas les bases physiologiques des stratégies dont ils se servaient. C'est ce que nous faisons lorsque nous procédons à des choix en ce qui concerne ce que nous lisons ou avec qui nous sommes amis. Et c'est ce que les humains ont fait pendant des siècles quand ils ont suivi les préceptes sociaux et religieux qui modifient effectivement l'environnement et notre relation avec lui. C'est ce que nous essayons aussi de faire lorsque nous nous donnons dans les programmes de remise en forme qui préconisent de l'exercice et un régime alimentaire. Il est donc imprécis de dire que les réactions régulatrices, incluant les émotions proprement dites, sont fatalement et inévitablement stéréotypées. Certaines réactions correspondant aux branches d'en bas sur notre arbre sont et doivent être stéréotypées. On ne veut pas interférer avec la sagesse de la nature quand il s'agit de réguler la fonction cardiaque ou de s'enfuir face à un danger. Mais les réactions relevant des branches d'en haut peuvent dans une certaine mesure être modifiées. Nous pouvons contrôler notre exposition aux stimuli qui suscitent ces réactions. Au cours de notre vie, nous apprenons à mettre un frein à ces réactions. Nous pouvons simplement utiliser notre volonté et dire non. Parfois. Hypothèse sous forme de définition. En tenant compte des divers types d'émotions, je peux désormais proposer une hypothèse de travail sur l'émotion proprement dite qui est la forme d'une définition. Premièrement, une émotion proprement dite, comme le bonheur, la tristesse, l'embarras ou la sympathie, est une collection complète de réponses chimiques et neurales formant une structure distinctive. Deuxièmement, les réponses sont produites par le cerveau normal lorsqu'il détecte un stimulus émotionnellement compétent. Objet ou événement dont la présence, réelle ou sous forme de souvenir mental, déclenche l'émotion. Les réponses sont automatiques. Troisièmement, le cerveau est préparé par l'évolution à répondre à certains stimulus émotionnellement compétents selon des répertoires d'action. Toutefois, la liste des stimulus émotionnellement compétents n'est pas limitée à ceux que prescrit l'évolution. Elle en inclut de nombreux autres qu'on apprend avec l'expérience vécue. Quatrièmement, le résultat immédiat de ces réponses est un changement temporaire dans l'état du corps propre et dans celui des structures cérébrales qui forment la carte du corps et sous-tendent la pensée. Cinquièmement, le résultat final de ces réponses, directement ou indirectement, est de placer l'organisme dans des circonstances contribuant à sa survie et à son bien-être. Cette définition embrasse les composantes classiques qui font une réaction émotionnelle, même si la séparation entre les phases du processus et le poids accordé à ces phases peut ne pas sembler conventionnelle. Le processus commence par une phase d'appréciation-évaluation, débutant par la détection d'un stimulus émotionnellement compétent. Mon investigation porte sur ce qui se passe après que le stimulus est détecté dans le processus mental, c'est-à-dire sur la toute fin de la phase d'appréciation. Pour des raisons évidentes, je laisse aussi les sentiments, qui constituent la phase suivante du cycle émotion-sentiment, hors de la définition de l'émotion elle-même. Par souci de pureté fonctionnelle, on pourrait soutenir que la phase d'appréciation devrait également être laissée de côté, l'appréciation étant le processus qui conduit à l'émotion plutôt que l'émotion elle-même. Mais l'exclusion radicale de la phase d'appréciation
obscurcirait plutôt qu'elle n'éclairerait la valeur réelle des émotions. Le lien en grande partie intelligent qu'elles instaurent entre le stimulus émotionnellement compétent et l'ensemble de réactions qui peuvent altérer profondément le fonctionnement de notre corps et notre pensée. Écarter l'appréciation rendrait aussi la description biologique des phénomènes de l'émotion vulnérable à la caricature selon laquelle les émotions sans phase d'appréciation sont des événements dépourvus de sens. Il serait alors plus difficile de voir à quel point les émotions peuvent être belles et étonnamment intelligentes, et avec quelle puissance elles peuvent résoudre des problèmes pour nous. La machinerie cognitive de l'émotion. Les émotions constituent le moyen naturel pour le cerveau et l'esprit d'évaluer l'environnement à l'intérieur et hors de l'organisme, et de répondre de façon adéquate et adaptée. En fait, en maintes circonstances, nous évaluons consciemment les objets qui causent des émotions, au sens propre du terme « évaluer ». Nous ne traitons pas seulement la présence d'un objet, mais aussi sa relation aux autres et sa connexion avec le passé. Dans ces circonstances, l'appareil des émotions évalue naturellement et l'appareil de l'esprit conscient coévalue en faisant preuve de pensée. Nous pouvons même moduler notre réponse émotionnelle. En effet, l'un des buts clés de notre développement éducatif est d'interposer une étape d'évaluation non automatique entre les objets causatifs et les réponses émotionnelles. Ce faisant, nous tentons de donner forme à nos réponses émotionnelles naturelles et de les aligner sur ce qu'exige une culture donnée. Tout cela est vrai, mais je voudrais pourtant insister sur le fait qu'afin que les émotions apparaissent, il n'est pas besoin d'analyser consciemment l'objet causatif, ni d'évaluer la situation dans laquelle il apparaît. Les émotions peuvent opérer dans différents cadres. Même lorsque la réaction émotionnelle apparaît sans connaissance consciente du stimulus émotionnellement compétent, l'émotion n'en est pas moins le résultat de l'appréciation de la situation par l'organisme. Peu importe que l'appréciation ne soit pas clairement connue par le soi. La notion d'appréciation a été prise trop littéralement, au sens d'évaluation consciente, comme si le fantastique travail consistant à juger une situation et à y répondre automatiquement n'était qu'une réalisation biologique mineure. L'un des principaux aspects de l'histoire du développement humain est lié à la façon dont la plupart des objets qui entourent notre cerveau deviennent capables de déclencher telle ou telle forme d'émotion, forte ou faible, bonne ou mauvaise, et ce, consciemment ou inconsciemment. Certains des déclencheurs ont été établis par l'évolution, mais certains autres non, et ils se sont retrouvés associés par notre cerveau à des objets émotionnellement compétents en vertu de notre expérience individuelle. Songez, par exemple, à la maison où, lorsque vous étiez enfant, vous avez un jour vécu une peur terrible. Quand vous visitez cette maison aujourd'hui, vous pouvez ressentir une certaine gêne, sans autre raison de vous sentir mal que le fait que, il y a longtemps, vous avez éprouvé une puissante émotion négative dans ce même cadre. Il peut même arriver que, dans une maison différente mais similaire, vous vous sentiez également mal, pour la simple raison que vous pouvez détecter l'enregistrement cérébral d'un objet ou d'une situation comparable. Dans la configuration cérébrale de base, rien n'est prêt à répondre par du déplaisir à un certain genre de maison. Mais votre expérience vécue a conduit votre cerveau à associer ces maisons au déplaisir qu'un jour vous avez connu. Peu importe si la cause de ce déplaisir n'a rien à voir avec la maison elle-même. Appelez cela culpabilité par association, la maison est un témoin innocent. Vous avez été conditionné à vous sentir mal dans certaines maisons, peut-être même à ne pas aimer certaines maisons sans savoir réellement pourquoi, ou à vous sentir bien dans certaines maisons par le même mécanisme justement. C'est ainsi qu'adviennent beaucoup de nos attirances et de nos détestations parfaitement normales et banales. Mais les phobies, elles, n'ont rien de banal, ni de normal. Elles peuvent s'acquérir par le même mécanisme. Dès lors que vous êtes assez vieux pour écrire des livres, très peu d'objets dans le monde sont neutres émotionnellement, voire aucun. La distinction émotionnelle entre les objets est une distinction de degré. Certains objets évoquent des réactions émotionnellement faibles, à peine perceptibles. Certains, des réactions émotionnelles fortes, et il existe tous les degrés entre les deux. Nous ne faisons que commencer à découvrir les mécanismes moléculaires et cellulaires nécessaires à l'apprentissage émotionnel. Les organismes complexes apprennent aussi à moduler l'exécution des émotions en harmonie
avec les circonstances individuelles. Et c'est ici que les termes appréciation et évaluation sont les plus adaptés. Les procédés de modulation émotionnelle peuvent ajuster l'ampleur de l'expression émotionnelle sans délibération consciente. Prenons un exemple simple. Lorsqu'on vous raconte pour la deuxième fois une histoire drôle, vous souriez et riez assez différemment selon le contexte social du moment. Dîner diplomatique, rencontre ordinaire de couloir, dîner de fête avec des amis proches, etc. Si vos parents ont bien travaillé, vous n'aurez pas besoin de penser au contexte. L'ajustement sera automatique. Certains procédés d'ajustement reflètent toutefois un jugement de la part du soi et peuvent se traduire par une tentative pour modifier ou supprimer des émotions. Pour toute une série de raisons qui vont des plus honorables aux plus louches, vous pouvez opter pour le fait de cacher votre dégoût ou votre hilarité face à un énoncé proféré par un collègue ou une personne avec qui vous êtes en train de négocier. La connaissance consciente du contexte et la conscience immédiate des conséquences futures de tous les aspects de votre comportement vous aident à décider de supprimer l'expression naturelle de l'émotion. Essayez de l'éviter, l'âge venant. Vous verrez que cela demande beaucoup d'énergie. Les objets émotionnellement compétents peuvent être réels ou remémorés. Nous avons vu comment un souvenir conditionné et non conscient peut donner une émotion présente. La mémoire peut nous jouer le même tour dans n'importe quelle circonstance. Par exemple, le fait d'avoir réellement échappé de peu à un accident il y a des années et d'avoir été effrayé peut vous revenir en mémoire et vous faire à nouveau peur. Qu'il soit présent réellement, sous forme d'images fraîches ou sous forme de souvenirs reconstruits, l'effet est le même. Si le stimulus est émotionnellement compétent, il s'ensuit une émotion. Seule l'intensité varie. Qu'ils viennent de n'importe quelle école, les acteurs s'appuient sur ces souvenirs soi-disant émotionnels pour exercer leur art. Dans certains cas, ils laissent les souvenirs pénétrer subtilement leur jeu et se mettent ainsi en position de se comporter d'une certaine façon. Spinoza, toujours aussi observateur, n'avait pas manqué de le voir. L'homme est affecté du même sentiment de joie et de tristesse par l'image d'une chose passée ou future et par l'image d'une chose présente. Déclenchement et exécution des émotions. L'apparition d'une émotion dépend d'une chaîne compliquée d'événements. Voici comment je vois les choses. La chaîne débute avec l'apparition du stimulus émotionnellement compétent. Ce stimulus, à savoir un certain objet, ou une certaine stimulation effectivement présent ou remémorée, vient à l'esprit. Pensez à l'ours que vous avez croisé lors d'une balade en Alaska, en hommage à William James qui fonda sa discussion de la peur sur la vision d'un ours. Ou songez à votre prochaine rencontre avec quelqu'un qui vous manque. En termes neuro, les images liées à l'objet émotionnellement compétent doivent être représentées dans au moins un des systèmes sensoriels du cerveau, comme les régions de la vue ou de l'audition. Appelons présentation cette étape du processus. Quelle que soit la fugacité de la présentation, les signaux liés à la présence de ce stimulus accèdent à un grand nombre de sites déclenchant des émotions ailleurs dans le cerveau. Ces sites sont comme des serrures qui ne s'ouvrent qu'avec les clés idoines. Les stimuli représentent bien sûr les clés. Ils sélectionnent une serrure préexistante au lieu d'apprendre au cerveau comment en créer une. Les sites déclencheurs des émotions activent ensuite un grand nombre de sites d'exécution ailleurs dans le cerveau. Ces derniers sites sont la cause immédiate de l'état émotionnel qui se fait jour dans le corps et les régions cérébrales sous-tendant le processus d'émotion-sentiment. Parfois, ce processus peut s'étendre et s'amplifier ou, au contraire, s'estomper et s'interrompre. En termes neuroanatomiques et neurophysiologiques, on pourrait dire que ce processus commence lorsque des signaux neuraux ayant une certaine configuration, qui ont pour origine les cortex visuels possédant des structures neurales correspondant à l'approche rapide d'un objet menaçant, sont relayés en parallèle par plusieurs voies à plusieurs structures cérébrales. Certaines des structures réceptrices, par exemple l'amygdale, deviennent actives lorsqu'elles détectent une certaine configuration, c'est-à-dire quand la clé entre dans la serrure, et émettent des signaux vers d'autres régions du cerveau, donnant ainsi naissance à une cascade d'événements qui deviendra une émotion. Ces descriptions ressemblent beaucoup à celles d'un antigène, par exemple un virus, qui pénètre dans la circulation du sang et donne lieu à une réponse immunitaire,
à la production d'un grand nombre d'anticorps capables de le neutraliser. Ces processus sont semblables d'un point de vue formel. Dans le cas de l'émotion, l'antigène se présente dans le système sensoriel et l'anticorps constitue la réponse émotionnelle. La sélection se fait dans l'un des sites cérébraux équipés pour déclencher une émotion. Les conditions dans lesquelles le processus a lieu sont comparables, son contour est le même et les résultats en sont tout aussi bénéfiques. La nature n'est pas si inventive que cela en matière de solutions qui marchent. Une fois que quelque chose fonctionne, elle essaie encore et encore. Si cela marchait aussi bien pour les producteurs d'Hollywood, les suites des films à succès gagneraient toujours de l'argent. Les régions du cerveau aujourd'hui identifiées comme sites de déclenchement des émotions sont l'amygdale, située au fond du lobe temporal, une partie du lobe frontal qu'on appelle cortex préfrontal ventromédian, et une autre région frontale située dans l'aire motrice supplémentaire et le cortex cingulaire. Ce ne sont pas les seuls sites de déclenchement, mais pour l'heure, ce sont ceux que nous connaissons le mieux. Ces sites de déclenchement répondent à la fois aux stimuli naturels, aux structures électrochimiques qui sous-tendent les images dans notre cerveau, et à des stimuli très peu naturels comme un courant électrique appliqué au cerveau. Toutefois, il ne faut pas considérer que ces sites sont rigides et accomplissent le même travail stéréotypé à chaque instant, parce que nombre d'influences peuvent moduler leur activité. De simples images dans le cerveau, tout comme la stimulation directe des structures cérébrales, peuvent faire l'affaire. L'étude de l'amygdale chez les animaux a fourni des informations nouvelles, importantes, surtout grâce au travail de Joseph Ledoux. Les techniques modernes d'imagerie cérébrale ont également rendu possible l'étude de l'amygdale chez l'homme, par exemple grâce à Ralph Adolphs et Raymond Dolan. Ces travaux de recherche suggèrent que l'amygdale constitue une interface importante entre les stimuli émotionnellement compétents d'un point de vue visuel et auditif et le déclenchement des émotions, en particulier mais pas seulement, de la peur et de la colère. Les patients suivis en neurologie pour une lésion de l'amygdale ne peuvent déclencher ces émotions et n'éprouvent donc pas non plus les sentiments correspondants. Ils ne disposent pas des serrures nécessaires à la peur et à la colère, du moins pour ce qui concerne les déclencheurs visuels et auditifs qui opèrent dans des conditions courantes. Des études récentes montrent aussi que, quand on procède à des enregistrements directs sur les neurones isolés de l'amygdale humaine, une plus importante proportion de neurones est activée par des stimuli désagréables que par des stimuli agréables. Curieusement, l'amygdale normale est au mieux de sa fonction déclenchante si nous avons une conscience immédiate de la présence d'un stimuli émotionnellement compétent. Ce sont les travaux de Paul Whelan qui ont fourni les premières données sur l'aptitude de l'amygdale à détecter de façon non consciente les stimuli émotionnellement compétents. Lorsqu'il a montré très rapidement des stimuli de ce type à des gens normaux qui n'avaient pas du tout conscience de ce qu'ils voyaient, les images de leur cerveau prises au scanner ont révélé que leur amygdale était activée. Le travail récent d'Arnie Oman et Raymond Dolan a montré que les sujets normaux peuvent apprendre en sous-main qu'un certain stimulus et pas un autre, par exemple un visage en colère donné mais pas un autre visage en colère, est associé à un événement déplaisant. La représentation en sous-main du visage associé à l'événement mauvais suscite l'activation de l'amygdale droite, mais pas la représentation en sous-main de l'autre visage. Les stimuli émotionnellement compétents se détectent très vite, avant même qu'il y ait attention sélective, comme le montre une découverte impressionnante. Après que des lésions du lobe occipital ou du lobe pariétal ont fait apparaître un point aveugle dans la vision, ou un champ de vision dans lequel les stimuli ne sont pas détectés par suite d'une négligence, les stimuli émotionnellement compétents, par exemple des visages en colère ou joyeux, traversent cependant la frontière de cécité ou de négligence et sont détectés. La machinerie émotionnelle qui permet le déclenchement saisit ces stimuli parce qu'ils contournent les canaux normaux de traitement, lesquels auraient dû donner lieu à une appréciation cognitive, mais en ont été incapables par suite de la cécité ou de la négligence. La valeur de ce dispositif biologique de contournement est évidente. Si on fait attention, les stimuli émotionnellement compétents peuvent être détectés. Dès lors, l'attention et la pensée peuvent être détournées vers ces stimuli. Le lobe frontal, en particulier dans la région préfrontale ventromédiane, constitue un autre site important de déclenchement.
Cette région est réglée pour détecter la signification émotionnelle de stimuli plus complexes. Par exemple, des objets et des situations naturelles ou appris qui sont compétents pour déclencher des émotions sociales. La sympathie qui évoque le fait d'assister à un accident survenu à quelqu'un d'autre, ainsi que la tristesse suscitée par la perte personnelle de quelqu'un, exige la médiation de cette région. Nombreux sont parmi les stimuli qui prennent une signification émotionnelle au cours de l'expérience vécue, comme dans la maison qui devient une source de malaise, ceux qui déclenchent les émotions respectives par l'intermédiaire de cette région. Mes collaborateurs, Antoine Béchara, Anna Damasio, Daniel Tranel et moi-même, avons montré qu'une lésion du lobe frontal altère l'aptitude à avoir des émotions lorsque le stimulus émotionnellement compétent est de nature sociale et lorsque la réponse correcte est une émotion sociale contre l'embarras, la culpabilité et le désespoir. Des handicaps de ce type compromettent le comportement social normal. Au cours d'une récente étude menée par notre groupe, Ralph Adolphs a montré que les neurones des régions préfrontales ventromédianes répondent de façon rapide et différente au contenu émotionnel agréable ou déplaisant d'images. Des enregistrements monocellulaires effectués dans la région préfrontale ventromédiane de patients suivis en neurologie et examinés avant un traitement par chirurgie pour des attaques révèlent que les nombreux neurones de cette région, et davantage dans l'aire frontale droite que dans la gauche, répondent nettement à des images capables d'induire des émotions déplaisantes. Ils commencent à réagir à 120 millisecondes à peine après qu'on leur présente le stimulus. Tout d'abord, leur structure de décharge est suspendue, puis, après un intervalle de silence, ils déchargent plus intensément et plus souvent. Moins de neurones répondent à des images capables d'induire des émotions agréables, et ce, sans qu'on puisse observer la structure d'à-coups qu'on note pour les neurones éveillés de façon déplaisante. L'asymétrie cérébrale droite-gauche est plus extrême encore que je ne le pensais, mais elle est cohérente avec une hypothèse formulée par Richard Davidson il y a plusieurs années. Se fondant sur des recherches par électroencéphalogramme menées sur des individus normaux, Davidson a en effet suggéré que les cortex frontaux droits étaient davantage associés aux émotions négatives que les gauches. Afin de créer un état émotionnel, l'activité qui s'exerce dans les sites de déclenchement doit se propager aux sites d'exécution par le biais de connexions neurales. Les sites d'exécution identifiés à ce jour sont l'hypothalamus, la base du précortex et certains noyaux du tegmentum du tronc cérébral. L'hypothalamus représente l'exécutant en chef de nombreuses réponses chimiques qui sont parties intégrantes des émotions. Directement ou via la glande pituitaire, il libère dans la circulation sanguine des molécules chimiques qui modifient le milieu interne, le fonctionnement des viscères et celui du système nerveux central lui-même. L'oxytocine et la vasopressine, des peptides, constituent deux exemples de molécules libérées sous le contrôle des noyaux thalamiques avec l'aide de la glande pituitaire postérieure. Quantité de comportements émotionnels comme l'attachement et le maternage dépendent de la présence au bon moment de ces hormones dans les structures cérébrales qui commandent l'exécution de ces comportements. De même, la présence dans le cerveau de molécules comme la dopamine et la sérotonine qui modulent l'activité neurale entraîne certains comportements. Par exemple, les comportements vécus comme des récompenses et comme agréables semblent dépendre de la libération de dopamine depuis une aire donnée, en l'occurrence l'aire ventrotegmentale du tronc cérébral, et de sa présence dans une autre aire, le noyau accumbens, de la base du précortex. En résumé, la base du précortex et les noyaux de l'hypothalamus, certains noyaux du tegmentum, du tronc cérébral et les noyaux du tronc cérébral qui contrôlent le mouvement du visage, de la langue, du pharynx et du larynx, sont les exécutants clés de nombreux comportements, simples ou complexes, qui définissent les émotions, du flirt à la fuite, en passant par le rire et les pleurs. Les répertoires complexes d'actions que nous observons résultent de la coordination très fine de l'activité de ces noyaux qui contribuent à leur exécution selon un ordre bien réglé et en concurrence. Jacques Panksepp a consacré toutes ses recherches à ce processus d'exécution. Dans toutes les émotions, les multiples salves de réponses neurales et chimiques modifient le milieu interne, les viscères et le système musculaire et osseux pendant une certaine période et selon une structure donnée.
Les expressions du visage, les vocalisations, les attitudes du corps et les structures spécifiques du comportement, course, blocage, flirt ou protection, entrent ainsi en action. Les différentes chimies du corps, ainsi que les viscères comme le cœur et les intestins, y contribuent. L'émotion est de l'ordre de la transition et de la commotion, parfois du vrai bouleversement corporel. Parallèlement, les structures cérébrales qui sous-tendent la production d'images et l'attention changent aussi. Il en résulte que certaines aires du cortex cérébral semblent moins actives, tandis que d'autres le deviennent tout particulièrement. On trouvera ci-contre un diagramme des plus simples montrant comment un stimulus de menace déclenche l'émotion de peur et donne lieu à son exécution. Afin de proposer une description accessible des processus liés à l'émotion et au sentiment, je les ai simplifiés en une seule chaîne d'événements commençant par un stimulus unique et se terminant par l'établissement des substrats du sentiment liés au stimulus. En réalité, comme on peut s'y attendre, le processus se développe de façon latérale en chaîne parallèle d'événements et s'amplifie lui-même. C'est pourquoi la présence initiale du stimulus émotionnellement compétent donne souvent lieu au rappel d'autres stimuli liés qui sont aussi émotionnellement compétents. Avec le temps, les stimuli compétents additionnels peuvent entraîner le déclenchement de la même émotion, déclenchement des modifications de celle-ci, voire induisent des émotions conflictuelles. Relativement à ce stimuli initial, la continuation et l'intensité de l'état émotionnel sont ainsi à la merci du processus cognitif en cours. Les contenus de pensée constituent d'autres déclencheurs des réactions émotionnelles ou bien annulent ces déclencheurs. La conséquence en est la poursuite, voire l'amplification de l'émotion ou au contraire, son arrêt. Le processus émotionnel suit donc une double piste. Le flux des contenus mentaux qui apportent les déclencheurs des réponses émotionnelles et les réponses exécutées elles-mêmes, lesquelles constituent les émotions et donnent parfois lieu à des sentiments. La chaîne, qui commence par le déclenchement de l'émotion et continue avec son exécution, se poursuit par l'établissement des substrats du sentiment dans les régions cérébrales sensibles au corps qui conviennent. Curieusement, au moment où le processus parvient à l'étape d'assemblage des sentiments, nous revenons dans le domaine mental. Nous revenons au flux de pensée où, dans les circonstances normales, a commencé tout le détour émotionnel. Les sentiments sont aussi mentaux que les objets ou les événements qui déclenchent les émotions. Ce qui fait que les sentiments sont des phénomènes mentaux, ce sont leur origine et leur contenu particulier, l'état du corps de l'organisme, réel ou encarté dans les régions cérébrales sensibles au corps. Un phénomène soudain. Un grand nombre de recherches neurologiques nous ont récemment permis de mieux comprendre la machinerie qui contrôle l'exécution des émotions. L'une des observations les plus parlantes a été faite sur une dame soignée pour une maladie de Parkinson. Rien ne donnait à penser que, en tentant de supprimer ces symptômes, nous découvririons comment les émotions adviennent et quel est leur lien avec les sentiments. La maladie de Parkinson est un trouble neurologique courant qui compromet l'aptitude à se mouvoir normalement. Plutôt que de causer une paralysie, cette affection entraîne une rigidité des muscles, des tremblements et, ce qui est sans doute plus important, une akinésie, c'est-à-dire une difficulté à initier des mouvements. Ceux-ci sont en général lents, symptôme baptisé bradykinésie. Cette maladie était incurable, mais ces 30 dernières années, il est devenu possible d'atténuer les symptômes en utilisant un médicament contenant de la L-Dopa, substance chimique qui est un précurseur de la dopamine, un neurotransmetteur. De même que le sang des patients diabétiques manque d'insuline, il y a en effet manque de dopamine dans certains circuits cérébraux chez les patients souffrant de la maladie de Parkinson. Les neurones qui produisent de la dopamine dans la substance grise meurent et il n'y a plus de dopamine dans une autre région cérébrale, les ganglions de la base. Malheureusement, les médicaments censés augmenter le taux de dopamine dans les circuits cérébraux qui en manquent ne marchent pas chez tous les patients. Chez ceux où c'est le cas, ils peuvent aussi perdre de leur efficacité avec le temps ou causer d'autres altérations du mouvement tout aussi handicapantes que la maladie elle-même. Pour cette raison, on a développé plusieurs autres modalités de traitement dont l'une en particulier semble prometteuse. Elle suppose d'implanter de petites électrodes dans le tronc cérébral des Parkinsoniens
de sorte que le passage d'un courant électrique de faible intensité et de haute fréquence puisse modifier la façon dont opèrent certains des noyaux moteurs. Les résultats sont en général stupéfiants. Lorsque le courant passe, les symptômes disparaissent comme par magie. Les patients peuvent remuer les mains avec précision et marcher de façon si normale qu'un étranger serait incapable de dire si quelque chose n'allait pas auparavant. Le positionnement précis des contacts de l'électrode est la clé du succès de ce traitement. Pour ce faire, le chirurgien utilise un procédé stéréotaxique, appareil permettant de localiser une structure cérébrale dans l'espace tridimensionnel, et déplace soigneusement les électrodes dans la partie du tronc cérébral qu'on appelle le mésencéphale. On utilise 2 longues électrodes orientées verticalement, l'une pour le côté gauche du tronc cérébral, l'autre pour le côté droit, et chaque électrode a 4 contacts. Les contacts sont placés à 2 mm environ les uns des autres, et chaque contact peut de façon indépendante stimuler le passage d'un courant électrique. En stimulant chaque site de contact, il est possible de déterminer quel contact produit le plus d'amélioration sans symptômes indésirables. L'histoire étonnante que je vais vous conter est arrivée à une patiente étudiée par Yves Agide et son équipe de l'hôpital de La Salpêtrière à Paris. C'était une dame âgée de 65 ans qui avait depuis longtemps des symptômes parkinsoniens, lesquels ne réagissaient plus à la L-Dopa. Elle n'avait pas fait de dépression, ni avant ni après le déclenchement de sa maladie, et elle n'avait jamais eu de variation d'humeur, effet secondaire courant de la L-Dopa. Elle n'avait pas non plus d'antécédents de troubles psychiatriques, ni personnellement, ni même dans sa famille. Une fois les électrodes en place, la procédure a d'abord suivi le même cours que pour les 19 autres patients traités par le même groupe. Les médecins ont découvert un contact qui réduisait fortement les symptômes de la dame. Mais l'étonnant se produisit lorsque le courant électrique passa par l'un des 4 sites de contact sur le côté gauche de la patiente, soit précisément 2 mm sous le contact qui améliorait son état. La patiente a brusquement cessé de parler, a baissé les yeux et les a orientés vers la droite. Puis elle s'est légèrement penchée à droite et son expression émotionnelle est devenue triste. Au bout de quelques secondes, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait, à chaudes larmes, et toute son expression traduisait une profonde misère. Bientôt, elle s'est mise à sangloter, et puis elle a commencé à expliquer combien elle se sentait triste, qu'elle n'avait plus la force de vivre ainsi, qu'elle était désespérée et épuisée. Quand on lui demanda ce qui se passait, ses paroles furent très frappantes. « Ça s'écroule dans ma tête. Je ne veux plus vivre, plus rien voir, plus rien écouter, plus rien ressentir. Je suis lasse de vivre, ça suffit. Je ne veux plus vivre, je suis dégoûtée de la vie. Tout est vain, je me sens inutile, j'ai peur de ce monde. Je veux me cacher dans un coin. Je pleure sur moi, bien sûr. Je suis désespérée. Pourquoi vous embêter pour moi ?» Le praticien responsable de son traitement a compris que cet événement inhabituel était dû au courant électrique et il a interrompu la procédure. 90 secondes environ après l'arrêt du courant, le comportement de la patiente est redevenu normal. Ses sanglots se sont arrêtés aussi vite qu'ils avaient commencé. La tristesse a disparu de son visage. Elle a aussi cessé de dire qu'elle était triste. Très vite, elle s'est mise à sourire, l'air détendu. Et pendant les 5 minutes qui ont suivi, elle s'est montrée toute joyeuse et même facétieuse. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Elle s'était sentie très mal, mais sans savoir pourquoi. Qu'est-ce qui avait provoqué son désespoir incontrôlable ? Elle était tout aussi perplexe que les observateurs. Et pourtant, la réponse à ces questions était assez claire. Le courant électrique n'était pas passé dans les structures générales de contrôle moteur comme on s'y attendait. Il avait plutôt gagné un des noyaux du tronc cérébral qui contrôle des types particuliers d'actions. Ces actions, ensemble, produisent une émotion de tristesse. Ce répertoire comprend des mouvements des muscles du visage et des mouvements de la bouche, du pharynx, du larynx et du diaphragme qui sont nécessaires pour pleurer et sangloter, ainsi que les diverses actions qui se traduisent par la production et l'élimination de larmes. Fait remarquable, on aurait dit qu'un commutateur avait été actionné à l'intérieur du cerveau en réponse à celui qui avait été actionné à l'extérieur. Ce répertoire complet d'actions avait été engagé dans un concert instrumental bien réglé,
chaque étape accomplie au bon moment et au bon endroit, de sorte que l'effet semblait manifester intentionnellement la présence de pensées capables de causer de la tristesse. Autrement dit, la présence de stimuli émotionnellement compétents. Sauf que, bien sûr, la patiente n'avait pas eu de pensée de ce type avant l'incident et elle n'était pas non plus encline à avoir spontanément ces pensées. Les pensées liées à l'émotion ne venaient qu'après que l'émotion avait commencé. Hamlet s'interroge sur la capacité de l'acteur à exprimer une émotion sans cause personnelle. N'est-ce pas monstrueux que ce comédien, ici dans une pure fiction, dans le rêve d'une passion, puisse si bien soumettre son âme à sa propre pensée, que tout son visage s'enflamme sous cette influence, qu'il a les larmes dans les yeux, l'air de la folie, la voix brisée, et toute sa personne en harmonie de forme avec son idée? L'acteur n'a pas de raison personnelle de s'émouvoir. Il parle du destin d'un personnage appelé Hécube, et, comme dit Hamlet, que lui est Hécube, et qu'est-il à Hécube? Cependant, l'acteur commence par exprimer certaines pensées tristes dans son esprit, lesquelles déclenchent alors l'émotion, et l'aident à la jouer avec art. Ce n'était pas le cas dans l'exemple étrange de notre patiente. Elle n'avait pas d'idée préalable à son émotion, pas de pensée qui induise son comportement, pas d'idée dérangeante qui lui venait spontanément à l'esprit et demandait à être exprimée. L'expression de la tristesse, dans toute sa spectaculaire complexité, venait vraiment de nulle part. Tout aussi important est le fait que peu de temps après que l'expression a été organisée et lancée, la patiente commença à éprouver un sentiment de tristesse. Et après avoir dit qu'elle se sentait triste, elle commença à avoir des pensées cohérentes avec cette tristesse. Elle se faisait du souci à propos de son état, elle se sentait fatiguée, elle était déçue par la vie, désespérée, et elle voulait mourir. La séquence d'événements survenue chez cette patiente révèle que l'émotion de tristesse est apparue en premier. Le sentiment de tristesse a suivi, ainsi que les pensées du type qui causent en général l'émotion de tristesse et l'accompagnent ensuite, pensées qui sont caractéristiques des états d'esprit qu'on décrit ordinairement par l'expression « se sentir triste ». Une fois que la stimulation a cessé, ces manifestations ont décru et se sont évanouies. L'émotion a disparu et le sentiment aussi. Les pensées dérangeantes n'étaient plus là non plus. L'importance de cet incident neurologique rare est patente. Dans les conditions normales, la vitesse avec laquelle les émotions apparaissent et débouchent sur des sentiments et des pensées liés rend difficile l'analyse de la séquence réelle des phénomènes en jeu. Dès que des pensées qui causent normalement des émotions apparaissent dans l'esprit, elles causent ces émotions, ce qui donne naissance à des sentiments, lesquels expriment d'autres pensées qui sont thématiquement liées et amplifient également l'état émotionnel. Les pensées ainsi exprimées peuvent même fonctionner comme des déclencheurs indépendants d'émotions additionnelles et ainsi potentialiser l'état émotionnel en cours. Davantage d'émotions entraîne davantage de sentiments. Et le cycle de continuer jusqu'à ce que une distraction ou la raison vienne y mettre un terme. Alors même que tous ces phénomènes se mélangent, les pensées qui peuvent causer de l'émotion, les comportements d'émotion, les phénomènes mentaux que nous appelons des sentiments et les pensées qui découlent de ces sentiments, il est difficile de dire par introspection ce qui est apparu en premier. Le cas de cette dame nous aide à y voir plus clair. Elle n'avait pas de pensée causant de la tristesse ou un sentiment de tristesse avant d'éprouver l'émotion appelée tristesse. Ces données plaident en faveur de l'autonomie relative du mécanisme de déclenchement neural de l'émotion et de la dépendance du sentiment à l'égard de l'émotion. À ce stade, il convient de se demander pourquoi le cerveau de cette patiente suscitait les pensées du type qui cause normalement de la tristesse, dans la mesure où l'émotion et le sentiment correspondant n'étaient pas motivés par les bons stimuli. La réponse tient à la dépendance du sentiment vis-à-vis de l'émotion et au mystère de la mémoire. Lorsque se déploie l'émotion de tristesse, les sentiments de tristesse s'ensuivent instantanément. Le cerveau produit les pensées du type qui causent normalement l'émotion de tristesse et les sentiments de tristesse. C'est pourquoi l'apprentissage par association a lié les émotions à des pensées en un réseau dense d'allers et retours. Certaines pensées suscitent certaines émotions et vice-versa.
Les niveaux cognitifs et émotionnels de traitement sont ainsi toujours liés. Cet effet peut se démontrer expérimentalement, comme le montre une étude menée par Paul Ekman et ses collaborateurs. Il a demandé à des sujets de remuer certains muscles du visage selon une certaine séquence, de sorte que, à l'insu des sujets, leur expression devienne celle du bonheur ou de la tristesse ou encore de la peur. Les sujets ne savaient pas quelle expression était représentée sur leur visage. Dans leur esprit, il n'y avait aucune pensée capable de causer l'émotion représentée. Et pourtant, les sujets étudiés ont fini par ressentir le sentiment adapté à l'émotion représentée. Sans doute, des parties de la structure d'émotion sont apparues en premier. Elles étaient sous le contrôle de l'expérimentateur et n'étaient pas modifiées par le sujet. Certains sentiments ont suivi ensuite. Tout cela rappelle la sagesse de Roger et Hammerstein. Dans Le Roi et moi, la comédie musicale avec Audrey Hepburn et Yul Brynner, ils font dire à Anna, qui se rend au Siam pour devenir préceptrice des enfants du roi, à elle-même et à son fils effrayé que le simple fait de chantonner un air joyeux transforme la peur en confiance. Les résultats de cette illusion sont très étranges, car quand je trompe les gens dont j'ai peur, je me trompe aussi. Les expressions émotionnelles qui ne sont pas motivées psychologiquement et sont jouées ont le pouvoir de causer des sentiments. Les expressions traduisent les sentiments et les types de pensées dont on a appris qu'ils correspondaient à ces expressions émotionnelles. D'un point de vue subjectif, l'état de ce patient après l'activation de l'électrode 0 à gauche s'apparente aux situations au cours desquelles nous nous retrouvons à avoir conscience d'humeur et de sentiments sans pouvoir en trouver la cause. Combien de fois n'avons-nous pas remarqué à un certain moment au cours de la journée que nous nous sentions particulièrement bien et pleins d'énergie et d'espoir, sans savoir pour quelle raison, ou bien au contraire que nous nous sentions déprimés ou à cran. Dans ces circonstances, il est probable que les pensées troublantes ou bien au contraire pleines d'espoir que nous avons se passent hors du champ de notre conscience. Elles n'en sont pas moins capables de mettre en branle la machinerie de l'émotion et donc celle du sentiment. Parfois nous comprenons l'origine de ces états affectifs et parfois non. Pendant une bonne partie du XXe siècle, une foule de gens se sont rués sur le divan du psychanalyste pour en savoir plus sur leurs pensées inconscientes et sur les conflits tout aussi inconscients qui leur donnaient naissance. De nos jours, beaucoup de gens se contentent d'admettre qu'il y a davantage de pensées inconscientes dans le ciel et la terre de notre esprit que ne le pensait Horatio, l'ami de Hamlet. Et quand nous ne pouvons identifier la pensée qui cause nos émotions, nous sommes simplement visités par des émotions et des sentiments inexpliqués. Heureusement, ces émotions et ces sentiments sont moins intenses et moins abrupts. Le groupe de praticiens et de chercheurs qui avait la responsabilité de soigner notre patiente a par la suite mené les recherches sur son cas inhabituel. La stimulation de n'importe lequel des autres contacts d'électrodes implantés chez cette patiente ne causait rien d'inattendu et, comme on l'a remarqué, cette réaction n'était apparue chez aucun des 19 autres patients traités de la même manière. En 2 autres occasions, et avec le consentement de la patiente, les médecins ont établi les faits suivants. Premièrement, lorsqu'ils disaient à la patiente qu'ils stimulaient le contact problématique, mais en fait actionnaient le commutateur d'une autre électrode, il ne s'ensuivait aucun comportement. Ils n'observaient rien d'inhabituel, et la patiente ne racontait non plus rien qui sorte de l'ordinaire. Deuxièmement, quand ils actionnaient à nouveau le contact problématique, ils reproduisaient le même ensemble d'événements que dans l'observation inattendue d'origine. Le placement et l'activation de l'électrode étaient à l'évidence liés à l'apparition du phénomène. Nos chercheurs ont aussi mené une étude par imagerie fonctionnelle, en utilisant la tomographie par émission de positrons, après stimulation du contact 0 à gauche. Ils ont découvert une activation nette des structures du lobe pariétal droit, région impliquée dans l'encartage de l'état du corps et en particulier du corps dans l'espace. Cette activation était sans doute liée au récit correspondant de la patiente pendant la stimulation de variations nettes dans l'état de son corps, dont la sensation de tomber dans un trou. La valeur scientifique des études portant sur un sujet unique est toujours limitée. Loin d'être un point d'arrivée dans l'investigation, les données rassemblées fournissent en général un point de départ pour de nouvelles hypothèses et de nouvelles explorations. Pour autant,
les données liées à ce cas sont d'une assez grande valeur. Elles confirment l'idée selon laquelle les processus de l'émotion et du sentiment peuvent s'analyser comme des composants différents. Elles renforcent aussi une notion fondamentale des neurosciences cognitives. Toute fonction mentale complexe résulte de la contribution concertée de nombreuses régions cérébrales à différents niveaux du système nerveux central plutôt que du travail d'une unique région du cerveau selon la vision phrénologique. Le commutateur du tronc cérébral. On ne sait pas vraiment quel noyau du tronc cérébral a initié la réaction émotionnelle de cette patiente. Le contact problématique semble avoir été placé directement sur la substance grise, mais le courant lui-même a pu passer ailleurs, à proximité. Le tronc cérébral est une très petite région du système nerveux central qui est bourrée de noyaux et de circuits impliqués dans différentes fonctions. Certains sont minuscules et une variation infime dans l'anatomie standard pourrait avoir donné lieu à un reroutage significatif du courant. Mais il n'est pas douteux que le phénomène a débuté dans le mésencéphale et a, petit à petit, mobilisé les noyaux requis pour produire plusieurs composantes de l'émotion. Il est même possible, si l'on en juge d'après les données rassemblées à partir d'expériences menées sur des animaux, que les noyaux de la région que l'on appelle le gris périaqueducal, GPA, étaient impliqués dans la production bien coordonnée de l'émotion. Nous savons par exemple que différentes colonnes du GPA sont impliquées dans la production de différentes sortes de réactions de peur, celles qui aboutissent à des comportements de combat et de fuite ou au contraire d'arrêt. Le GPA pourrait aussi être impliqué dans la tristesse. Dans l'un des noyaux mésencéphaliques liés à l'émotion, une chaîne a commencé qui assez rapidement a mobilisé de grandes régions du corps. Le visage, l'appareil vocal, la cage thoracique, sans parler des systèmes chimiques dont l'activité ne peut s'observer directement. Ces modifications ont donné lieu à un état spécifique de sentiment. Surtout, comme la tristesse émotionnelle et le sentiment de tristesse se développaient, la patiente s'est rappelée des pensées cohérentes avec tristesse. Au lieu de commencer dans le cortex cérébral, la chaîne d'événements a débuté dans une région sous-corticale. Mais les effets ont été similaires à ceux qu'aurait produit le fait de penser à un événement tragique ou d'en être le témoin. Quelqu'un qui serait arrivé à ce moment-là aurait été bien en peine de dire s'il s'agissait d'un état d'émotion-sentiment parfaitement naturel, d'un état d'émotion-sentiment créé par le talent d'une actrice chevronnée ou d'un état d'émotion-sentiment déclenché par un commutateur électrique. Le rire soudain. De crainte qu'on ne pense que pleurs et tristesse ont quelque chose d'unique, il me faut ajouter que le rire peut produire un phénomène équivalent à celui que nous venons d'analyser, comme le montre une étude conduite par Itzhak Fried. Dans ce cas, il s'agissait aussi d'une patiente qui faisait l'objet d'une stimulation cérébrale électrique. Seul le but de l'opération était différent, l'encartage des fonctions corticales. Afin d'aider les patients dont les crises d'épilepsie ne répondent pas aux médicaments, il est possible de supprimer au moyen d'une intervention chirurgicale la région cérébrale qui cause ces crises. En prévision de l'opération, toutefois, non seulement le chirurgien doit localiser avec précision l'aire du cerveau qui doit être retiré, mais il doit aussi identifier les aires cérébrales qu'on ne peut retirer du fait de leur fonction, comme celles qui sont liées à la parole. On y parvient en stimulant électriquement le cerveau et en observant ce que cela donne. Dans le cas de la patiente AK, lorsque les chirurgiens ont commencé à stimuler la région du lobe frontal gauche, qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire, AMS, ils ont remarqué que la stimulation électrique d'un grand nombre de sites proches suscitait de façon cohérente et exclusive le rire. Il semblait si authentique que les observateurs le décrivaient comme contagieux. Il tombait complètement du ciel, on n'avait rien montré ni dit de drôle à la patiente et elle n'avait aucune pensée pouvant la faire rire. Et pourtant, elle riait, sans raison, mais franchement. Tout comme dans le cas de notre patiente qui pleurait, ce rire était suivi d'une sensation de gaieté ou d'hilarité, même si elle n'était pas motivée. Ce qui était intéressant aussi, c'est que la cause du rire était assignée à n'importe quel objet sur lequel la patiente se concentrait au moment de la stimulation. Par exemple, si on lui montrait l'image d'un cheval, elle disait « ce cheval est drôle ». Parfois, c'étaient les chercheurs eux-mêmes qui devenaient des stimuli émotionnellement compétents. Elle déclarait alors « vous êtes si drôle là,
tout autour de moi? Le point du cerveau produisant le rire était tout petit et ne mesurait que 2 cm sur 2. Autour, la stimulation causait les phénomènes bien connus dans le cas de blocage de la parole ou de cessation des mouvements des mains. Cependant, ces stimulations ne causaient jamais de rire. Surtout, lorsque cette patiente faisait des crises, celle-ci n'incluait jamais le rire. Conformément au schéma décrit précédemment, je crois que la stimulation des sites identifiés dans cette étude donne lieu à l'activité des noyaux du tronc cérébral capables de produire des structures motrices du rire. Eux et leurs séquences d'activité n'ont pas été identifiés pour le rire comme pour les pleurs. Toutefois, les études qui ont été menées éclairent le mécanisme neural à plusieurs étages qui produit les émotions. Une fois traité un stimulus émotionnellement compétent, les sites corticaux concernés initient l'émotion en déclenchant l'activité d'autres sites, en grande partie sous-corticaux, qui prendront ensuite en charge l'exécution de l'émotion. Dans le cas du rire, il semble que les premiers sites déclencheurs dans la région préfrontale, médiane et dorsale se trouvent dans des régions comme l'AMS et le cortex cingulaire antérieur. Dans le cas des pleurs, les sites déclencheurs essentiels se trouveraient dans la région préfrontale, médiane et ventrale. Dans ces 2 cas, les principaux sites d'exécution se trouvent dans les noyaux du tronc cérébral. Incidemment, les données révélées dans l'étude sur le rire s'accordent avec nos propres observations concernant des patients souffrant de lésions de l'AMS et du cortex cingulaire antérieur. Nous avons en effet découvert que ces patients ont du mal à sourire de façon naturelle, sourire induit spontanément lorsqu'on leur raconte une blague, et qu'ils en sont réduits au sourire sur commande. Les études analysées ici attestent du caractère séparable des étapes et des mécanismes qui constituent le processus formé par l'émotion et le sentiment, appréciation-évaluation donnant lieu à l'isolement d'un stimulus émotionnellement compétent, déclenchement, exécution et sentiment consécutif. Le stimulus électrique artificiel de l'étude portant sur le rire imite les conséquences neurales que l'isolement d'un stimulus compétent pour le rire produit naturellement, et ce, grâce à l'activité des régions et des voies cérébrales qui sous-tendent le traitement d'un tel stimulus et qui se projettent dans la région de l'AMS. Dans le rire naturel, le stimulus vient de l'intérieur. Dans le cas de la patiente AK, il venait du bout de l'électrode. Dans le cas de la patiente qui pleurait, le stimulus électrique jouait de façon plus étendue, au sein de la machinerie permettant l'exécution de l'émotion, c'est-à-dire à une étape suivant le déclenchement. Du rire et encore des pleurs. Une autre sorte d'accident cérébral permet de jeter un jour supplémentaire sur les commutateurs émotionnels du tronc cérébral. Il a trait à ce qu'on appelle le rire et les pleurs pathologiques. Ce problème a depuis longtemps été reconnu par les neurologues, mais ce n'est que depuis peu qu'il est devenu possible de lui donner un sens en termes d'anatomie et de physiologie cérébrale. Le patient C, que j'ai étudié en collaboration avec Joseph Parvizi et Steven Anderson, constitue une illustration parfaite du problème en question. Lorsque C connut une petite attaque affectant son tronc cérébral, le praticien qui le suivait au début considéra que son patient avait eu de la chance. Certaines attaques du tronc cérébral peuvent être fatales, et beaucoup laissent aux patients des handicaps terribles. Cette attaque semblait avoir causé des problèmes de mouvement assez mineurs, et il était fort probable qu'il disparaîtrait. De ce point de vue, l'état de C suivit le cours prévu. Mais il y avait autre chose d'imprévu et de plus difficile à traiter, un symptôme face auquel le patient lui-même, sa famille et le personnel soignant étaient totalement désorientés. Il traversait des crises de pleurs ou de rires spectaculaires, sans cause apparente. Non seulement le motif de l'éclat était invisible, mais sa valeur émotionnelle pouvait être diamétralement à l'opposé de la teneur affective de l'instant. Au milieu d'une conversation sérieuse concernant sa santé financière, C pouvait éclater de rire sans pouvoir s'arrêter. De même, au milieu d'une conversation parfaitement banale, il éclatait en sanglots, sans pouvoir stopper ses réactions. Les crises se suivaient de façon très rapprochée, ce qui empêchait C de respirer et lui faisait dire qu'il ne se contrôlait plus, que rire et pleurs n'avaient pas vraiment de raison en eux-mêmes, qu'aucune pensée dans son esprit ne justifiait ces étranges comportements. Inutile de dire que ce patient n'était connecté à aucun courant électrique et que personne n'actionnait de commutateur chez lui. Et pourtant,
le résultat était le même. Il tenait à une lésion du système neural constitué par les noyaux du tronc cérébral et du cervelet. C commençait à ressentir les émotions sans cause mentale propre et avait du mal à en tenir les rênes. Il finissait par se sentir triste ou tout guillerait, même si au début d'un épisode il n'était ni triste ni gai et n'avait pas de pensée heureuse ou pénible. Ici aussi, une émotion non motivée causait un sentiment et suscitait un état mental faisant écho à la valeur d'un répertoire donné d'actions corporelles. Le mécanisme délicat qui nous permet de contrôler rire et pleurs, selon le contexte social et cognitif, a longtemps été mystérieux. Or, l'étude de ce patient a levé ce mystère et a révélé que les noyaux du pont et du cervelet semblent jouer un rôle important dans le mécanisme de contrôle en jeu dans tout cela. Des études ultérieures menées sur d'autres patients souffrant des mêmes maladies et des mêmes lésions ont confirmé ces conclusions. On peut imaginer ainsi les mécanismes de contrôle. Dans le tronc cérébral, il existe des systèmes faits de noyaux et de voies qui peuvent être commutés pour engendrer rire et pleurs stéréotypés. Un autre système, situé dans le cervelet, module les procédés de base du rire et des pleurs. Ces modulations passent par exemple par une modification du seuil du rire et des pleurs. Elles peuvent aussi reposer sur l'intensité et la durée de certains des composants moteurs, etc. Dans les circonstances normales, le système peut être influencé par l'activité du cortex cérébral, c'est-à-dire par les multiples régions qui œuvrent ensemble et représentent à tout moment le contexte dans lequel un stimulus émotionnellement compétent causera, comme il convient, beaucoup ou peu de rire ou de pleurs. En retour, le système peut influencer le cortex cérébral lui-même. Le cas du patient C jette également un jour nouveau sur l'interaction qui est à l'œuvre entre le processus d'appréciation pendant l'émotion et l'exécution effective des émotions qui ont été examinées. L'appréciation peut moduler l'état émotionnel qui s'ensuit et, en retour, être modulée par lui. Lorsque l'appréciation et l'exécution sont déconnectées, comme chez C, le résultat peut être chaotique. Si les cas que nous venons de présenter révèlent à quel point nos comportements et nos processus mentaux dépendent de systèmes reposant sur de multiples composants, ce cas précis montre que ces processus dépendent d'une interaction complexe entre ces composants. Nous sommes loin de l'idée de centres uniques et de celle qui voudrait que les voies neurales opèrent selon une direction unique. Du corps actif à l'esprit. Les phénomènes discutés dans ce chapitre, à savoir les émotions proprement dites, les appétits et les réactions régulatrices simples, surviennent dans le théâtre du corps sous la férule du cerveau congénitalement sage qui a été conçu par l'évolution pour nous aider à gérer notre corps. Spinoza avait eu l'intuition de cette sagesse neurobiologique congénitale, et il avait ramassé ses intuitions dans la notion de conatus, laquelle stipule que, par nécessité, tous les organismes vivants s'efforcent de se préserver sans avoir de connaissance consciente de cette opération et sans décider, en tant qu'individu, de procéder à quoi que ce soit. Bref, ils ne savent rien du problème qu'ils s'efforcent de résoudre. Lorsque les conséquences de cette sagesse naturelle se retrouvent encartées dans le cerveau, cela se traduit par des sentiments, composantes fondamentales de notre esprit. Parfois, comme nous le verrons, les sentiments peuvent inspirer une tâche délibérée visant à la préservation de nous-mêmes et assister nos choix concernant la façon dont celle-ci doit s'effectuer. Les sentiments ouvrent alors la porte à une certaine dose de contrôle volontaire des émotions automatisées. L'évolution semble avoir assemblé la machinerie cérébrale de l'émotion et du sentiment par acompte. Premièrement, est venue la machinerie produisant les réactions à un objet ou à un événement, en lien direct avec cet objet ou ses circonstances. C'est la machinerie de l'émotion. Deuxièmement, est venue la machinerie produisant une carte cérébrale et puis une image mentale, une idée, laquelle correspond aux réactions précédentes et à l'état de l'organisme qui en résulte. C'est la machinerie du sentiment. Le premier procédé, c'est-à-dire l'émotion, permet aux organismes de répondre de façon efficiente, mais pas de façon créative, aux circonstances favorisant la vie ou la mettant en danger, aux circonstances bonnes pour la vie ou mauvaises pour la vie, aux conséquences bonnes pour la vie ou mauvaises pour la vie.
Le second procédé, c'est-à-dire le sentiment, a introduit une alerte mentale pour les circonstances bonnes ou mauvaises et a prolongé l'impact des émotions en affectant pendant un certain temps l'attention et la mémoire. Parfois, en se combinant utilement avec les souvenirs passés, l'imagination et le raisonnement, les sentiments donnent lieu à l'émergence d'une prévision et à la possibilité de créer des réponses qui sont nouvelles et non stéréotypées. Comme c'est souvent le cas lorsque des procédés nouveaux sont introduits, la nature s'est servie de l'émotion pour commencer et à bricoler quelques composants additionnels. Au commencement était l'émotion, mais au commencement de l'émotion était l'action.